toutes et à tous. Donc, je vais essayer dans les quelques minutes qui viennent de partager avec vous, on va dire, certaines informations concernant l'importance du recyclage dans le domaine des matériaux stratégiques utilisés pour les énergies du futur, décarbonés et essentiellement renouvelables. Donc, je n'aborderai pas le nucléaire parce que je pense que ça a déjà été abordé lors des journées précédentes. Et en fait, je vais élargir un petit peu mon propos. Le recyclage, c'est une chose. Vous avez vu, je pense, une présentation hier ou avant-hier sur le recyclage. Je vais plutôt parler aussi d'économie circulaire. Comment, justement, ces métaux stratégiques s'inscrivent, ou pourront s'inscrire dans une économie circulaire qui permettront d'atteindre une économie qui soit plus durable. Donc, je vais faire une très courte introduction sur l'économie circulaire. Et j'évoquerai donc l'économie circulaire avec les matériaux stratégiques. Et ensuite, peut-être la partie, j'espère, la plus intéressante, j'illustrerai les exemples de l'économie circulaire dans la production, le transport, le stockage et la conversion d'énergie électrique, avant de finir par quelques perspectives. Alors, l'économie circulaire, je pense que tout le monde en a entendu parler, il y a beaucoup de définitions, j'y viendrai juste après. On peut la définir en quelques mots, et ici, bon, j'ai choisi d'utiliser cette présentation. Voilà, vous avez en fait les sept piliers. Où on commence par un approvisionnement durable, une éco-conception, ce sur quoi je vais beaucoup insister. Éco-conception qui permet quoi? Qui permet notamment de limiter, voire de supprimer l'usage de ces fameux métaux, plutôt je préfère appeler ça matériaux stratégiques. Travailler sur l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée de vie, en travaillant sur une meilleure durabilité des composants et donc des systèmes. Et travailler éventuellement, quand on parle d'allongement de la durée de vie, on peut envisager une seconde vie, une troisième vie à un composant ou un système complet. Et puis, en toute fin de vie, là, on envisage le recyclage. Alors, l'économie circulaire, il y a différentes définitions, j'en montre deux, notamment celle de l'Europe qui est quand même très orientée sur la valeur des matériaux qu'il faut essayer de maintenir tout au long de la vie. Donc on parle d'euros par kilo. En revanche, en France, notamment via la voie du ministère de la Transition écologique, on parle plutôt on évoque plutôt la sobriété. Donc évitons les gaspillages, consommons de manière plus sobre. Alors, ce concept finalement d'économie circulaire, le mot est apparu il y a relativement peu de temps. Mais en fait, il y avait quelque part, de synonymes. Écologie industrielle, économie environnementale, développement durable. L'avantage, effectivement, de l'économie circulaire, c'est que ça permet de créer quelque part, on l'espère en tout cas, une dynamique qui va fédérer toutes les personnes, les entreprises qui veulent s'engager dans cette voie. Et dans le titre de ma présentation, j'ai évoqué beaucoup, finalement, le recyclage. Mais le recyclage, en fait, n'est qu'une partie, comme j'essaie de montrer aujourd'hui, de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment une vision holistique, globale, en partant de la conception, de la fabrication, de l'utilisation, de la fin de vie, et en travaillant avec des matériaux à partir du procédé, l'intégration dans les systèmes, etc. Naturellement, cette économie circulaire cherche à limiter les impacts pour que cette économie soit la plus soutenable possible. Et naturellement, quand on aborde l'économie circulaire, elle se trouve finalement à l'intersection de beaucoup de disciplines. Donc il s'agit d'intégrer beaucoup de disciplines avec toutes les dimensions que cela entraîne. Alors bon, là je vais passer assez vite parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le principe des 3 R, réduction de la consommation des matières, travailler sur la réutilisation, le recyclage. Sur les impacts, naturellement, dans l'économie circulaire, il y a quand même le mot économie, donc il faut que cette économie crée des richesses, renforce nos écosystèmes. Chose très importante, le troisième point, donc, réduise nos dépendances à l'échelle de l'Union européenne. L'impact environnemental, lui, doit être, si possible, le plus réduit possible, notamment en réduisant l'émission des gaz à effet de serre. L'empreinte des matériaux, l'usage de matières critiques notamment et ou toxiques, et aussi des procédés, et puis aussi l'impact social qui est extrêmement important. Alors, comme vous l'avez vu, donc, je
travaille au CA, comme certains de mes collègues qui ont contribué ces derniers jours. Et pourquoi en fait le CA a commencé à s'impliquer dans cette histoire de matériaux stratégiques? Que, en fait, moi j'aime aussi appeler l'efficacité des ressources matières à l'instar de l'efficacité énergétique. Mais en fait, il y a eu beaucoup de signaux, alors ça remonte à environ un peu plus de 10 ans, tension sur les prix des matières premières, beaucoup de rapports, d'études qui sont sortis au niveau européen, au niveau, là notamment du département de l'énergie aux États-Unis, au niveau européen, comme je le dis, nos amis anglais, au niveau national, des rapports de l'OPEX, des rapports de l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc là, c'est loin d'être exhaustif. Et en fait, on s'est rendu compte que, compte tenu des activités que menait le CEA, dans les nouvelles technologies pour l'énergie, on était très impacté justement par l'usage de ces matériaux stratégiques parce que ces technologies en sont très gourmandes. Donc il a été décidé, à l'époque de notre administrateur général Bernard Bigot, d'anticiper les tensions sur la disponibilité des matériaux stratégiques pour les besoins actuels et surtout pour les technologies en construction future. Et c'est un des rôles du CEA que de développer ces technologies futures et tenter de sécuriser l'approvisionnement en ces matières stratégiques. Alors, il y a eu une prise de conscience. J'imagine que les terres rares ont été abordées par les orateurs précédents. Donc, ce sont tous ces éléments que vous voyez ici, là, qui sont listés ici. Et dès 1992, le président, je ne sais pas si c'était son titre à l'époque, a dit effectivement le Moyen-Orient a du pétrole, a du gaz, mais nous, la Chine, on a des terres rares. Et effectivement, il nous l'a fait quelque part payer. Vous voyez ici l'évolution de la production des terres rares dans le monde, on va dire des années 50 jusqu'autour des années 2010. Et qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'effectivement, il y avait une production en dehors de la Chine bien avant les années 2000, notamment aux États-Unis via des usines, via des mines en Californie. Et puis qu'est-ce qu'on observe finalement? C'est que ces mines, un peu partout, non seulement en Chine, mais non seulement aux États-Unis, mais aussi à d'autres endroits, comme en Australie, elles sont fermées. Pourquoi? Parce que effectivement, l'extraction des terres rares est extrêmement polluante. D'ailleurs, je pense que mes collègues, notamment du BRG, ont dit qu'une mine a un impact environnemental. Et c'est pour ça que beaucoup de pays, on va dire occidentaux, ont arrêté l'extraction des terres rares. Et finalement, on a tout laissé à la Chine. Et ce qui s'est passé en 2010, le 7 septembre 2010, il y a eu un événement territorial sur les îles Senkaku que se disputent le Japon et la Chine. Et suite à ça, la Chine a dit, bon si c'est comme ça, on va faire un embargo sur les terres rares. Terres rares dont le Japon, pays high-tech s'il en est, avait un très grand usage. Puis ensuite, des quotas d'exportation autour du monde entier. Donc ça a été vraiment un déclic où on s'est dit, mais vraiment, on est extrêmement dépendant de la Chine de ce point de vue. Alors, ici, je vous montre ce qu'on appelle la matrice de criticité. C'est ce qui permet finalement de mesurer le risque que l'on a d'utiliser dans un matériau, un composant, telle ou telle substance. Et cette matrice a été développée par le professeur Thomas Gradel, de l'Université de Vienne. Et là, vous voyez en bas, justement, actuellement, c'est un professeur émérite, hein, il a près de 80 ans. Il travaillait au Centre pour l'écologie industrielle. Et c'est lui qui a développé cette matrice. Donc, vous voyez en abscisse, c'est le risque d'approvisionnement, et en ordonnée, finalement, alors c'est soit la vulnérabilité, ou quelque part, l'importance stratégique qu'a une substance. Et naturellement, le point où il s'agit de ne pas se trouver, c'est dans ce cadran en haut à gauche, la zone de danger. Donc c'est la matrice de criticité, beaucoup d'industriels se sont appropriés, General Electric, Renault, alors, vous m'excuserez, Renault, le logo est assez ancien, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les matrices de criticité sont très peu communiquées à l'extérieur. C'est quelque chose qui est extrêmement stratégique pour un industriel. Et Orange aussi a sa propre matrice de criticité. Alors, si on revient sur les nouvelles technologies d'énergie, comme je le disais tout à l'heure en préambule, elles sont extrêmement gourmandes en substances critiques.
Et là, vous voyez la liste des métaux critiques européens de 2020. Alors, c'est pas la toute dernière, il y en a une qui est sortie très récemment, qui change un petit peu. Et si on regarde finalement, je vous ai dit, donc les technologies sont très gourmandes, effectivement. Donc, tout ce que j'ai surligné, la barite, donc là, c'est une source de barium qu'on peut trouver dans les technologies d'hydrogène. Le bore, on le trouve dans les aimants. Le cobalt, ça a été évoqué dans les batteries. La fluorite, c'est un minéral source de toute la chimie du fluor. Le fluor, j'y reviendrai tout à l'heure, est utilisé dans certains des composants. Les terres rares lourdes comme légères, l'indium, etc., etc., etc. Donc, alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour nous? Quelle est notre réponse? Puisqu'on voit que toutes les technologies, sur les batteries lithium-ion, les aimants, l'éolien, etc., ils nécessitent des procédés, des matériaux qui visent donc à synthétiser, à transformer, à mettre en forme tous ces composants. Si on veut essayer d'être vertueux, on a 4 axes principaux qu'il s'agit de suivre. 1, minimiser ou éviter, employer des matériaux abondants. Une des conséquences, c'est minimiser ou éviter l'usage de matériaux critiques. Promouvoir des procédés propres et efficaces, en évitant les déchets, les effluents. Et puis, optimiser la conception pour faciliter aussi la seconde vie. La seconde vie, ça se prépare, on va dire, dès la naissance. Et également, la fin de vie se prépare quelque part dès la naissance. Là, je parlais en fin de vie de recyclage, bien évidemment. Alors, il y a un point qui est important, en tout cas, dans lequel le CEA s'est engagé fortement ces dernières années. Donc, c'est finalement cette éco-conception, dès le départ, comment faire pour limiter l'usage des matériaux stratégiques dans nos composants. Donc, c'est en faisant la substitution. Soit partielle, on minimise, soit totale, on remplace. Donc, quand on parle de substitution, il y a 4 fortes motrices. La première, c'est la pénurie potentielle. Donc là, c'est plutôt une contrainte. Si la Chine nous dit, voilà, je ferme le robinet des terres rares, donc il faut absolument qu'on trouve des solutions alternatives. Après, il y a une deuxième contrainte, et là, c'est plutôt réglementaire. Certaines substances, certains matériaux sont bannis. Le cadmium, le chrome 6, et pour raison de toxicité, et bien d'autres. Puis après, il y a des opportunités, qui est une force aussi motrice, c'est que tous les laboratoires de France et de Navarre développent des matériaux qui sont abondants, non toxiques, et qui permettront de se substituer à d'autres matériaux. Donc là, je vous donnerai l'exemple, je citerai des exemples tout à l'heure de l'usage de ces matériaux 2D, type graphène et ou nanotubes de carbone. Et puis, il y a toujours un besoin continu, donc là, c'est une opportunité que nous offrent quelque part les marchés, d'augmenter les performances des matériaux, les propriétés, donc les performances, la durabilité. De la même manière, on peut travailler aussi sur la substitution des procédés. On a la conception du matériau, puis après, les matériaux, une fois qu'on les a, il faut savoir les synthétiser et les mettre en œuvre. Donc là encore, j'ai identifié 4 forces motrices. Vous savez, quand on a, par exemple, un lingot, on va dire, du tungstène, et je veux faire une pièce extrêmement complexe, je peux faire de l'usinage. Donc là, je vais enlever de la matière, ce qu'on appelle des technologies subtractives. Et je vais générer des copeaux, des déchets. On peut aussi avoir une autre vision, c'est limiter la fabrication de subtractifs en promouvant la fabrication additive. Et là, je vais rajouter de la matière. Donc je vais faire la pièce avec uniquement, ou presque uniquement, la matière dont j'ai besoin. C'est notamment ce qui existe pour l'impression 3D, l'injection moulage, donc voilà, ça c'est des techniques qu'on essaie de privilégier. Aussi, il s'agit de modifier les procédés pour les rendre, par exemple, sans solvant. Ma collègue hier qui a dû évoquer les procédés de recyclage, il y a les fluides supercritiques qui permettent de travailler sur des choses d'une manière beaucoup plus propre. Ou des solvants qui sont, excusez-moi j'ai mis un plus, mais qui sont moins impactants, alors plus ou moins impactants, comme l'hygiénique. Limiter la consommation d'eau. Convertir les procédés actuels en utilisant en fait à la fois des ressources qui soient des matières qu'on pourra recycler, comme le CO2, des matières biosourcées pour recycler. Et enfin, de la même manière, il y a aussi une force motrice qui est on a toujours besoin d'augmenter le rendement, la capacité de nos procédés qui doivent naturellement consommer moins d'énergie, moins de matières premières. Alors, je vais passer maintenant à un autre volet en évoquant
quelques exemples liés à l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement, on va dire, pas se débarrasser, mais essayer d'utiliser moins de ces matières critiques. Et je vais commencer par la production d'énergie, et je vais évoquer le photovoltaïque. Alors, peut-être que vous connaissez ce tableau, ça c'est un tableau qui vient de nos collègues américains, d'un laboratoire national américain, qui, tous les ans, en tout cas très régulièrement, montre l'évolution des performances, donc rendement des cellules photovoltaïques, dépendamment des technologies, avec quelque part les records, et comme par hasard, le NREL est souvent recordman de ces performances. Et là, donc, vous voyez, c'est vraiment une nébuleuse sur toutes les technologies qu'il y a dans le domaine du photovoltaïque. Alors, les technologies, certaines sont plus ou moins matures. Je pense notamment au photovoltaïque organique qui utilise des matériaux exclusivement organiques et non plus de métaux. Et là, je vais parler d'un exemple d'un matériau, d'un élément qui s'appelle l'indium, qui est utilisé dans ce qu'on appelle les couches transparentes conductrices. Donc, comme leur nom l'indique, elles peuvent laisser passer la lumière, en tout cas dans une certaine gamme de longueur d'onde, et être conductrices électroniques. Et les couches les plus performantes actuellement, donc, qui sont utilisées notamment dans le photovoltaïque couche mince, sont à base d'oxyde d'indium et d'étain. L'indium, comme j'ai évoqué tout à l'heure, est une substance extrêmement critique, essentiellement produite en Chine. Donc l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on peut remplacer cet indium par autre chose? Et là, on a mené beaucoup de travaux, on a identifié ce qu'on appelle des nanophiles métalliques. Donc remplacement de l'indium par des nanophiles d'argent. Vous allez me dire, c'est bien gentil, remplacer l'indium par de l'argent. Alors l'argent n'est pas considéré, en tout cas en Europe, l'élément argent, comme une substance critique. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas cher, mais il n'est pas critique. Alors, en plus de ça, il y a un fort besoin sur ces couches transparentes conductrices, sur des nouvelles applications, dans ce qu'on appelle sur des substrats souples. On verra bientôt, c'est déjà sorti, des écrans plats, comme ça, qui peuvent s'enrouler. Donc on peut les dire sous le coude comme un poster. Donc on a besoin de ce type de matériel, de technologie. Et l'ITO, donc, présente de ces limitations, comme j'ai dit, matériaux stratégiques majeurs, les coûts des procédés sont élevés, parce que c'est une technique couche mince assez complexe, solide, c'est fragile. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser, et comme je vous l'ai dit, on utilise des nanophiles d'argent. Donc, on a des chimistes qui ont développé une chimie relativement simple qui permet de développer ce que vous voyez ici, dans le petit flacon, ici, en fait, on a une suspension de nanophiles d'argent dans un solvant. Qu'est-ce qu'on peut en faire? L'idée, c'est de faire un spray. On va faire un spray et on va déposer finalement ces nanophiles d'argent sur un substrat. Et l'idée, donc, c'est de déposer sur un support, un substrat. Et comme vous le voyez, donc là, le réseau finalement des nanophiles d'argent, on n'en a pas mis suffisamment pour que le réseau percole, pour qu'on ait un contact finalement entre les deux électrodes. Normalement, si on en met suffisamment, eh bien on arrive à percoler. Alors, quel est l'intérêt de cet exemple que je vous cite? Qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a substitué une couche continue d'oxyde d'indium par une couche discontinue, c'est-à-dire ce réseau d'argent, qui finalement recouvre seulement 30% de la surface. Qu'est-ce qu'on fait? On a substitué une substance critique, on l'a remplacée même totalement, et en plus on fait de l'économie de matière, puisqu'on ne recouvre pas toute la surface, c'est pas nécessaire. Et encore une fois, je l'aurais peut-être dû le dire au départ, mais quand on parle des matériaux, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit d'utiliser le bon matériau, c'est-à-dire celui qui est disponible, abondant, et qui a les bonnes fonctions, au bon endroit, et en juste quantité. Ça, c'est relativement simple. Ça devrait être finalement notre force motrice à nous qui développons des matériaux pour les technologies sur lesquelles nous travaillons. Donc voilà, donc là vous voyez finalement, c'est une microscopie, une microscope à balayage, vous voyez ce réseau de nanophiles d'argent. Donc on a des nanophiles qui font à peu près un diamètre de 60 nanomètres. Et qui sont finalement, comme vous voyez, on arrive à bien recouvrir la surface, quelle que soit la rugosité de la surface. Donc ça, c'est plutôt un succès, et on a différentes applications. Donc on a pu
l'appliquer notamment sur les cellules organiques, la l'OPV. Mais en fait, le plus gros succès, bizarrement, c'est sur les couches résistives. Et en fait, cette technologie qui a été développée il y a plus de 10 ans, donc elle est montée, comme on dit, en maturation, on est monté en TRL, on a mieux contrôlé les technologies, et maintenant on peut faire donc des systèmes chauffants dans le domaine de l'automobile en ayant ces couches faites comme elles le sont là. Alors, je vais continuer sur le photovoltaïque. Là, je reviens sur du photovoltaïque classique, basse émission. Voilà, donc là, c'est une vue en couple d'un panneau solaire. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la masse d'un module PV, c'est à peu près 10 à 12 kg, on va dire, de kilos par mètre carré. Voilà, ça a son poids. Il se trouve qu'on a travaillé pour des applications militaires, notamment pour contribuer à l'autonomie énergétique durant le déploiement rapide des forces armées en opération, de développer des panneaux, des modules légers. Et typiquement, c'est pour déposer sur ces structures, sur ces toitures, on va dire, légères. Et là, la contrainte, c'était de passer en deçà de 4 kg. C'est ce qu'on a fait. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il n'y a pas de secret. C'est qu'encore une fois, on fait de l'économie de matière. On va grappiller, on va diminuer la couche de ceci, de cela, et c'est encore une fois, on va chercher, tout en conservant les propriétés que l'on recherche, de durabilité, de facilité de mise en œuvre, etc. Eh bien, on va grappiller sur le bois. Donc, c'est encore une fois le bon matériau en juste quantité. Alors, on a été un petit peu plus loin. Là, on avait un projet où c'est ce qu'on appelle les HAPS, donc les pseudo-satellites, donc qui sont, je crois, une quinzaine de kilomètres d'altitude, et qui ont naturellement besoin d'énergie pour s'alimenter. Donc là, vous voyez au-dessus de ce dirigeable, quelque part, toute une série de panneaux photovoltaïques qui, eux, doivent être extrêmement légers. Et là, comme vous voyez, on a pu descendre à moins d'1 kilo par mètre carré. Donc encore une fois, économie matière, on va dire sobriété, mais je préfère dire économie matière. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien intéressant, encore une fois, ce que je vous montrez. Ce sont des exemples, bon là, exemples militaires. Malheureusement, on utilise beaucoup ce type d'exemple ces dernières semaines. Et puis aussi, ça, qui est peut-être plus une niche. Alors justement, comme vous le savez peut-être sans doute là maintenant, le photovoltaïque, on commence à l'intégrer, voilà, par exemple, sur les véhicules. Pourquoi faire? Sur les véhicules électriques, pour grappiller un petit peu, pour pouvoir réalimenter un petit peu les batteries. Donc ça va contribuer, là comme je l'ai indiqué, si on met les panneaux à la fois sur le toit, les panneaux de porte, voilà, un peu partout où ils ne vont pas gêner la visibilité, eh bien on pourra aller jusqu'à 110 km d'autonomie en plus. C'est déjà ça de gagner. Alors, après, c'est plus intéressant si on parle sur des véhicules un peu plus lourds, où là il y a une surface inutilisée, sur les camions. Et donc il y a un producteur allemand qui va lancer la production de ces panneaux légers. Alors, après, la tendance du photovoltaïque, finalement, c'est de mettre du photovoltaïque un peu partout. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément judicieux d'en mettre un peu partout, mais par contre, comme on le voit ici dans les bâtiments, notamment les bâtiments industriels ou administratifs, on a des milliers, je dirais plutôt des millions de mètres carrés qui sont inutilisés. Le problème de certains bâtiments, notamment alors, industriels et commerciaux, c'est que ces bâtiments ne peuvent pas soutenir de quoi. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que l'intérêt des développements qu'on a pu faire sur des niches, eh bien, ces équipes, en fait, ont développé une start-up qui s'appelle Heliop, et qui justement vise le déploiement de modules légers sur les toitures de bâtiments industriels et commerciaux. Donc ça montre un peu le cheminement entre des développements qui étaient dédiés à des marchés de niche, notamment militaires ou spatiales, qui sont finalement tous les deux quelque part militaires, et bien on arrive à déployer ce qu'on appelle une recherche duale, donc duplicable dans le domaine civil. Et donc voilà, donc ça c'est une start-up qui a été créée il y a très peu de temps, je crois que c'était ça fait à peu près un an, par des collègues du CA, l'Institut national de l'énergie solaire. J'aurais pu même, j'aurais pu même continuer par un autre exemple. Je ne cite pas parce que la start-up est en phase d'incubation, où un de nos collègues développe même sur, vous savez, ces centrales solaires. Les centrales solaires, en fait, elles ont
le gestionnaire de la centrale solaire a un contrat avec le gouvernement ou EDF ou autre pour revendre son électricité, et ce contrat est valide pendant une certaine durée. Au-delà de cette durée, le prix n'est plus assuré. Et généralement, le gestionnaire dit bah, moi j'arrête et je m'en occupe plus. Et l'idée, en tout cas qu'il y a un de nos collègues, c'est de dire bah, voilà, bah, tous ces panneaux solaires, plutôt que de les recycler de suite, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait plus ou moins bien faire, eh bien, c'est d'essayer justement de les. En anglais, c'est refurbisher, donc c'est les rénover, exactement, c'est ça, les rénover pour les adapter et pour les mettre dans le bâtiment ou pour enfin, continuer leur vie, parce que c'est pas parce que le contrat se termine que les cellules solaires sont en fin de vie. Donc voilà. Alors maintenant, je vais passer à un autre terme, mais je vais aller assez vite parce que mes éminents collègues a dû en parler longuement hier. Donc le stockage d'énergie électrique, notamment via les batteries lithium-ion. Donc là, ça a dû vous être expliqué, le principe des batteries lithium-ion, les trois composants essentiels. Alors on a toute une zoologie de matériaux sur les cathodes, dépendamment de ce qu'on cherche, en termes de propriété. Je pense que mon collègue a dû aborder beaucoup, notamment ce qu'on appelle les NMC, donc il y a beaucoup d'acronymes, pour nickel, manganèse, cobalt, où en fait les tendances, si je veux parler de substitution, ça a été depuis quelques années de diminuer le cobalt, mais malheureusement, alors j'allais dire au profit du nickel. Donc on diminue le cobalt parce que c'est une substance critique, mais on augmente le nickel. Et le nickel, finalement, il est rentré dans la liste des métaux critiques. En tout cas, on peut jouer avec toutes ces choses pour essayer de limiter l'usage de telle ou telle substance critique. De la même manière, côté anode. Et là, je vais vous donner juste un exemple. Côté anode, généralement, donc, on utilise le matériau standard, c'est le graphite. Si vous vous souvenez de ce que j'ai montré tout à l'heure dans la liste des substances critiques, le graphite naturel en est une, essentiellement produit en Chine. Donc ça pose un souci. Donc l'idée double ici, ça a été de dire on va essayer de substituer le carbone par un composite carbone-silicium qui plus est va augmenter d'un facteur à peu près 10 les performances, notamment de capacités spécifiques. Donc, je cite juste un exemple parce que c'est important de montrer un petit peu ce que l'on fait. On a eu un projet européen qui s'est terminé il y a quelques années avec Nanometer, donc une start-up du CEA qui fabriquait par une technique, on va dire, laser, des nanoparticules de silicium qui pouvaient être recouvertes d'une légère couche, d'une mince couche de carbone. Et donc on substitue le graphite par ce composite. Et on arrive à avoir des performances qui sont tout à fait appréciables. Et cette start-up, en tout cas, produit, je crois en tout cas, des matériaux d'anode qui sont pour beaucoup vendus en Asie. Alors, maintenant, j'ai parlé du stockage. Il y a aussi le transport de l'énergie électrique. Et là, je vais citer un exemple, je trouve ça un petit peu intéressant, c'est dans le transport, notamment le transport aérien, qui est beaucoup critiqué ces temps-ci. Donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez cet avion. C'est un... Exactement, c'est un A380. Alors, il en reste encore en fonctionnement. Et donc l'A380, juste une question d'après vous. Donc naturellement, il y a des câbles dedans. Combien y a-t-il de mètres de câbles dans un A380 ? 5 km. Voilà, parfait. Il y a plus de 500 km de câbles. Donc 500 km de câbles, ils sont essentiellement en cuivre, ça représente 4 tonnes. Donc, comme vous le savez, dans l'aérien, le poids est l'ennemi de ce secteur. L'idée, c'est de se dire comment on peut trouver un substitut abondant et léger qui remplacera justement ce cuivre. Alors là, on va toujours faire appel, on va dire, aux nanotechnologies, et les nanotubes de carbone, vous savez, c'est des tubes comme vous voyez ici, qui font quelques nanomètres de diamètre. Et ils ont des propriétés assez intéressantes, non seulement électriques, parce que c'est quand même la fonction essentielle que l'on cherche pour la conduction électrique, mais aussi mécanique et thermique. Très bonne tenue à la température, et puis surtout, un module